nous allons passer dans un temps un peu plus sur le contrôle. Donc, Madame Caroline Houssin, bonjour. Vous êtes agent de contrôle inspectrice du travail. Vous n'êtes pas l'inspectrice que les délégués syndicaux rencontrent quand ils appellent leur inspecteur de secteur, parce que vous êtes spécialisée contre le travail illégal. Votre périmètre géographique est sur la région de Normandie. Donc, je vais commencer avec ma première question. Madame Houssin, pourriez-vous nous parler du plan national de lutte contre le travail illégal? Comment se décline-t-il en Normandie? Quelles sont les priorités? Bonjour, écoutez, je vous remercie d'être ici aujourd'hui et de m'avoir convié à ce séminaire très intéressant. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs d'entre vous sur des sujets variés. Écoutez, le ministère du Travail s'est engagé aujourd'hui dans un plan national de lutte contre le travail illégal avec d'autres services de l'État et services d'assurance, notamment avec l'URSSAF. Donc aujourd'hui, le plan national, ça concerne l'ensemble des corps de contrôle qui sont en charge du contrôle de la lutte contre le travail illégal. Donc c'est l'inspection du travail. Vous le disiez tout à l'heure, ce sont des services de police, des services de gendarmerie, l'URSSAF, bien entendu. On oublie régulièrement, mais la MSA, bien sûr, le régime agricole, c'est aussi un de nos partenaires. Et la MSA est également conservée, a également des agents de contrôle qui peuvent relever des infractions en matière de travail illégal. Et puis aussi les contrôleurs de l'ADREAL qui sont compétents dans le secteur des transports de marchandises et des transports routiers. Et puis les agents de contrôle des impôts, de façon plus marginale, le secteur maritime ou le secteur aéroportuaire, mais on ne soit pas particulièrement concerné. Lors du précédent plan national de lutte contre le travail illégal, qui a eu des infractions qui avaient pu être constatées par les agents de contrôle contre le travail illégal, étaient des infractions concernant le travail dissimulé. C'est la première table qu'on a vue ce matin. La réalité de nos constats, de nos enquêtes, c'est du travail dissimulé pur. Donc c'est de la dissimulation d'emploi salarié et c'est de la dissimulation d'activité. Les autres fraudes qui vont venir derrière sont moins importantes. Le travail des étrangers sans titre à 13%. Et ensuite, on a les infractions plus complexes que sont le marchandage et le prêt illicite de main-d'œuvre, où là, on va arriver sur des infractions qui sont quand même à des degrés de lecture et d'investigation beaucoup plus poussés et sur lesquels on verbalise moins. Donc aujourd'hui, le plan national de lutte contre le travail illégal actuel, il a plusieurs grandes priorités. D'abord, le ciblage des secteurs forts. On en a parlé ce matin à plusieurs reprises. Les secteurs forts, vous les connaissez, c'est des secteurs qui sont emblématiques en matière de lutte contre le travail illégal. Le bâtiment, l'ensemble des chantiers du bâtiment, l'hôtellerie, café-restauration, bien sûr, que vous connaissez bien aussi, sur des formes de dissimulation d'activité, sur des formes de dissimulation d'emploi salarié. Et puis le transport, qui est en pleine expansion également. Alors, il faut savoir que le secteur des transports, dont on parlait il y a quelques minutes, c'est un secteur qui est en profonde mutation et qui s'adapte à un marché du travail qui a beaucoup évolué et un marché de la consommation qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous commandez en ligne, comme beaucoup de personnes, et le Covid a fait complètement exploser le secteur des transports, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de sociétés immatriculées sur ce secteur économique, et puis avec un besoin de main-d'œuvre fort, et du coup, malheureusement, une dérive en matière de travail illégal assez importante également. Autre ciblage des secteurs forts en matière de travail illégal, c'est celui des travailleurs indépendants. Là, essentiellement, la priorité est donnée au ciblage que l'URSSAF pourra mieux expliquer, de la dissimulation d'activité. C'est le travailleur indépendant qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, sauf que 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est pas compatible avec ses maxima, donc il en déclare qu'une partie auprès des organismes sociaux. Donc en Normandie, nous on est assez autonome par rapport à ce plan national. Donc on décide de nos actions en fonction de notre maillage.
La Normandie, ça ne revêt pas non plus d'exception territoriale particulière. Hein. On n'a pas de très très grande spécificité. Donc, on travaille sur des secteurs forts qu'on a cités. Les hôtels, cafés, restaurants, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement avec nos collègues de l'URSSAF, parce qu'on contrôle ensemble. Les transports routiers, ça c'est quelque chose que l'on va faire avec les collègues de l'ADREAL, aussi bien sur le transport de voyageurs que sur le transport de marchandises. Et puis, on va également contrôler des secteurs qui vont être un petit peu plus spécifiques à notre région, qui vont concerner le maritime et le fluvial. Puisque, notamment sur la Haute-Normandie, on a quand même un champ d'action particulier sur le transport fluvial sur la Seine. Bien évidemment, ces opérations de contrôle, on essaie le plus souvent de les partager dans le cadre d'actions concertées avec d'autres administrations, ce qu'on appelle des opérations sous l'égide du CODAF, dont on parlera un petit peu après. L'idée, c'est qu'on n'intervienne pas forcément tout le temps, chacun de notre côté, mais qu'on ait des actions qui soient partagées, où on se répartit les suites, on se répartit les compétences, parce qu'on est parfois complémentaires. On est tous des agents de contrôle et de lutte contre le travail illégal, mais certains ont des pouvoirs plus spécifiques, notamment la police. D'autres sont les seuls à pouvoir relever telle infraction, donc on essaie de travailler ensemble. Il y a une quinzaine de jours, on est allé avec l'URSSAF faire un contrôle, avec la douane. On s'est dit, l'URSSAF prend l'emploi d'étrangers, prend la dissimulation d'emploi salarié, moi je prends l'hébergement, la police prend les éventuels étrangers, et ensuite on se réunit et on voit ce que ça donne. Mais en gros, chacun rentre avec son étiquette et on exploite ensemble les suites de notre contrôle. Alors, il y a un autre grand plan que je ne vais pas décliner plus que ça avec vous aujourd'hui, un autre axe dans la lutte contre le plan national contre le travail illégal, c'était les grands événements sportifs qui devaient être effectivement exemplaires du point de vue du travail illégal, à savoir la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, dossier clos. Ça a été a priori pas trop. La Normandie n'a pas été trop impactée puisqu'on n'avait pas de déroulement d'opérations significatives à part des centres d'entraînement pour les sportifs, mais on n'est pas rentré sur cet axe-là en Normandie. Troisième axe de contrôle, c'est plus compliqué, mais on l'a déjà beaucoup évoqué parce que forcément c'est quelque chose qui tente à se développer. C'est la lutte contre les faux statuts. Le statut de faux indépendants, le statut de faux bénévoles, de faux stagiaires, etc. Parce que ça crée une concurrence déloyale. Donc pour nous, c'est pas seulement un préjudice social pour les travailleurs, parce qu'il existe, il crée une dégradation des conditions de travail, mais il crée aussi un dérèglement dans le marché économique français. Entre les entreprises qui, selon le placement de leur curseur en matière de légalité du point de vue social, vont s'affranchir de certaines normes et vont nécessairement être capables de chiffrer plus bas que leurs concurrents. Donc sur la lutte contre les faux statuts, on a un axe important qui se développe, sur lequel on va pas avoir une prise totale, notamment en Normandie, parce que c'est pas une région qui est particulièrement facile à accéder en matière de plateformes. C'est le travail indépendant et l'usage des plateformes numériques de mise en relation. Donc aujourd'hui, vous connaissez tous Uber parce que y a beaucoup de publicité, c'est quelque chose que vous identifiez bien. La mise en place des plateformes de mise en relation numérique, au début dans le cadre du transport, parce qu'au début c'était ça, c'était les VTC, qui arrivaient pour faire de la prestation à la place des taxis. Ensuite on a eu les livreurs de repas, et puis les plateformes numériques, ça s'est développé sur absolument tous les secteurs en besoin de main d'œuvre. Tous. Vous avez besoin d'un boulanger, travailleur indépendant, vous appelez une plateforme numérique, enfin vous appelez pas d'ailleurs, vous cliquez sur la plateforme numérique
et elle va vous envoyer un travailleur indépendant, boulanger ou pâtissier, qu'elle aura plus ou moins déjà accompagné dans son immatriculation, parce que peut-être qu'avant, il était salarié, et puis on va lui expliquer comment on fait pour s'immatriculer, et une semaine plus tard, il est boulanger, ou alors il est restaurateur, ou alors il est aide-soignant. Et ces plateformes numériques, aujourd'hui, elles prennent de plus en plus de place sur la relation sociale et la relation de travail. Les entreprises nous en font part, les organisations patronales nous en font part. C'est des choses qui les inquiètent parce que ça crée des concurrences avec certains secteurs d'activité, notamment pour le travail temporaire. Et puis, les salariés, très souvent au début, sous le biais de l'indépendance. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans la valorisation du travail individuel. On est sur, on va dire, une forme d'américanisation de la relation de travail, de la relation sociale, la méritocratie. Donc, être son propre patron, c'est une bonne chose. Donc, on s'inscrit dans cette démarche d'immatriculation, de travail indépendant, et on commence à travailler par ce biais-là. Éventuelle relation de travail qui ne relèverait pas d'un cadre classique, mais d'un véritable lien de subordination juridique permanent, auquel cas on pourra intervenir pour requalifier la prestation. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, à savoir que les plateformes aujourd'hui, voilà, elles sont très présentes. Elles répondent aussi à une législation du travail qui est en construction. Le Code du travail qui, il y a 10 ans, ne contenait absolument pas de référence à ces plateformes de mise en relation, a créé un chapitre qui est dédié aux plateformes de mise en relation. Aujourd'hui, on peut être travailleur indépendant et avoir un droit de grève et avoir une organisation syndicale. Ça, c'est possible. Ce qui était inimaginable il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est possible et c'est prévu par le Code du travail. Dans certains cas. Autre forme de lutte contre les faux statuts, c'est la fausse sous-traitance, notamment dans la prestation de services. On l'a dans le secteur du transport routier, avec de plus en plus de conducteurs qui sont des indépendants. Donc, quand vous allez travailler tous les jours avec votre bus, il n'y a pas trop de soucis. Avec le tram, si c'est votre liaison, on va dire, urbaine habituelle, soyez tranquille, normalement, il n'y a pas de soucis. Mais sur des lignes, ce qu'on appelle des lignes SLO, les services librement organisés, ce qu'on appelait les cars Macron il y a 10 ans, là, on change de planète, on change de prisme. C'est des marchés qui sont ultra concurrentiels et sur lesquels on a des formes de travail particulières qui se mettent en place, et notamment avec des conducteurs de bus qui sont des indépendants. C'est compliqué d'être indépendant quand on n'a pas de bus. Il faut conduire un bus. Quand on n'a pas de clients, mais il faut amener les clients d'un point A à un point B. Donc nous, ça nous interpelle forcément. Les faux bénévoles, les faux stagiaires, on en a parlé, ça fait partie des choses qu'on garde en veille. En Normandie, on a engagé des contrôles sur le recours massif à des stagiaires ou à des faux statuts dans des associations, dans le secteur médical, dans l'entreprise classique. Et puis le dernier point, l'avant-dernier point, donc la lutte contre les fraudes complexes. Alors là, c'est pas quelque chose qui va vous concerner en premier lieu. C'est les entreprises de travail, les entreprises étrangères qui viennent détacher des salariés en France. C'est pas forcément quelque chose que vous allez rencontrer le plus souvent dans vos structures parce que quelque part ce sont pas vos adhérents et ils viendront pas forcément vers vous puisqu'ils ont déjà une entreprise et ils ont peut-être des représentants du personnel ailleurs. En Europe de l'Est, la représentation du personnel, ça marche bien, ça marche très très bien, c'est bien établi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France aujourd'hui, on a 280 000 personnes en 2024 qui sont venues travailler depuis un autre pays que la France pour une entreprise qui est implantée dans un autre pays que la France. C'est 8% de plus que l'année 2023, c'est 80 000 salariés de plus qu'en 2021. Donc l'augmentation, elle est extrêmement importante, extrêmement rapide. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on a des niveaux d'activité qui sont extrêmement importants. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est que tout simplement, ces salariés-là, est-ce qu'ils sont payés comme vous? Est-ce qu'ils sont payés comme moi? Est-ce que
pour le même travail, on les paye au minima français ou on les paye au minima polonais? C'est pas le même. C'est pas forcément clair pour tout le monde. Ça se régule, mais ça met du temps. Il faut être très présent sur le territoire pour être en mesure de s'assurer qu'on n'a pas de salariés qui sont payés 6 euros pour faire ce que normalement on fait pour 14 euros en France. On va également contrôler, dans le cadre du plan national, les formes les plus graves d'exploitation par le travail. On sort un petit peu des dispositions, on sort carrément même des dispositions du Code du travail. On est sur les atteintes à la dignité de l'homme qui se développent. Alors moi, j'étais la première étonnée il y a quelques années quand on nous a parlé d'esclavage en France. Je me suis dit, bon, je ne vois pas bien, ça ne me paraissait pas forcément clair. Et puis bon, malheureusement, les exemples arrivant de plus en plus fréquemment, on a commencé à se rendre compte que l'exploitation par le travail en France, ça existait à des degrés divers. Et aujourd'hui, on est mobilisés, nous, agents de l'inspection du travail, principalement sur les problématiques d'hébergement indigne, que l'on va rencontrer notamment dans des situations où les salariés sont employés en travail illégal, soit pas déclarés du tout, soit qu'un petit peu, soit ils sont sans titre et ils acceptent des conditions d'hébergement qui sont particulièrement précaires. Et là, c'est des choses qu'on va rencontrer plus souvent. Donc, on essaie d'être présent sur le territoire un maximum sur ces sujets-là, qui sont difficiles à aborder et qui relèvent du code pénal. Voilà, donc l'action de l'inspection du travail, pour vous donner une idée, on a fait 550 contrôles en Normandie l'année dernière sur la lutte contre les fraudes. Dans l'ensemble des exemples que j'ai pu vous donner, travail dissimulé, travail illégal, etc. C'est 550 interventions, c'est plus de 10 000 interventions au niveau national. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Gwenel Gossec, bonjour, vous nous rejoignez pour cette table ronde. Vous êtes sous-directeur de l'URSSAF Normandie, en charge du contrôle. Donc les CODAF, comités opérationnels départementaux antifraude, sont des maillons importants dans la lutte contre le travail illégal. Quelle est la place de l'URSSAF? Comment travaillez-vous? Vous expliquer tout ça assez clairement sans vous noyer dans les chiffres. Alors, je reprécise donc l'URSSAF, c'est une recouvrement des cotisations sociales. Donc on a en fait la Banque de la Sécurité sociale, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public assez importante, comme vous l'imaginez. Donc, qui dit, on est dans un système français qui est déclaratif, hein, donc l'employeur, cotisant, déclare lui-même ses cotisations. Donc, derrière, le principe de la déclaration entraîne celui du contrôle par l'URSSAF. D'abord, il y a eu le contrôle traditionnel, hein, celui où on indique à l'entreprise qu'on va venir la contrôler. La lutte contre le travail illégal, puisque là, on vise vraiment, alors quand on dit lutte contre le travail illégal, on a un champ beaucoup moins large que celui de nos collègues de l'inspection du travail. Au sein du travail illégal, nous, c'est vraiment le travail dissimulé pour lequel on est compétent, dissimulation partielle ou totale de l'activité salariée d'un individu. Et donc, partant de là, donc, on est sur un autre champ. Là, on est vraiment dans de la fraude pure. Donc, on établit des éléments intentionnels, etc. Il y a eu une grosse discussion, j'imagine, ce matin sur le sujet. Et je ne suis pas un grand spécialiste, mais enfin, voilà. L'élément intentionnel du délit, puisque la fraude, le travail dissimulé est un délit. Donc, partant de là, on a des inspecteurs. Ces inspecteurs en Normandie, c'est pas beaucoup sur toute la Normandie, mais quand même, je parlerai des chiffres tout à l'heure. Donc, l'action de lutte contre le travail illégal de l'URSSAF se fait déjà d'une part par la propre volonté et la propre autonomie des inspecteurs, mais aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, donc vous rappeliez l'existence du CODAF, donc, qui est un comité départemental qui est sous la coprésidence du préfet de département et du procureur. Parfois, il peut même y avoir dans certains départements un ou deux CODAF, un autre substitut procureur s'en occupe. Enfin, voilà, ça c'est pour l'organisation administrative. Et ces CODAF réunissent un très grand nombre d'administrations, d'organismes de nature diverse, mais peu importe, en fait, l'idée est de se baser sur les compétences propres de chacun, comme le disait tout à l'heure notre collègue, se baser sur les compétences, par exemple, de la police en matière
de statut des étrangers, l'inspection du travail pour telle ou telle chose. Nous, l'URSSAF, on va être sollicité pour notre connaissance spécifique de la dissimulation d'activité. Donc le CODAF va organiser des opérations, on pourrait appeler des opérations coup de poing peut-être, enfin voilà, des opérations bien organisées sur des secteurs d'activité ou sur des zones géographiques bien précises quand il y a un soupçon d'activité illicite en tout genre, où en fait, parfois on ne peut pas encore déterminer exactement ce qui s'y passe, mais on estime que plusieurs corps, plusieurs membres du CODAF vont pouvoir intervenir et faire en fait en matière pénale, enfin en matière de délits comme je sais pas, du trafic de stupéfiants, etc., du travail dissimulé, de l'hébergement de personnes dans des conditions insalubres, etc. Enfin tout ce qu'on peut imaginer comme délit, voire crime dans ces différents domaines. Donc voilà les opérations du CODAF. Alors on va dire le CODAF a le mérite en fait d'avoir été la première organisation structurée permettant de réunir tous les acteurs de la lutte contre le travail illégal en général. Donc nous évidemment, au même titre que l'inspection du travail, on coopère à toutes les opérations pour lesquelles on est requise. On peut donner aussi des pistes d'action auprès du procureur et du préfet du CODAF concerné. Après, on n'a pas que ces méthodes de travail. Comme je disais, on a la propre initiative de l'URSSAF, qui représente une grande partie de notre activité. Mais aussi, on a développé d'autres modes de coopération au sein même de la sécurité sociale, puisque, en fait, l'avantage du CODAF, c'est de réunir beaucoup de monde, mais c'est le revers de la médaille, c'est aussi qu'il y a parfois beaucoup aussi d'acteurs autour de la table, et c'est parfois un peu plus compliqué d'agir à plusieurs que plus petit. Donc, voilà. Comme pour tout, tout est une histoire d'échelle à chaque fois. Parfois c'est bien, parfois c'est moins adapté à certaines opérations. Donc la nature, ayant horreur du vide, on a aussi développé, nous, au sein des organismes de sécurité sociale et de protection sociale en général, des opérations de coopération qui visent à la fois la lutte contre le travail dissimulé, mais aussi la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Voilà. Je ne sais pas, je ne vais peut-être pas développer parce que là on va sinon rentrer sur un autre champ. Voilà sur le CODAF. Je ne sais pas si vous voulez que je dise un mot sur d'autres choses sur notre activité. On disait 16 inspecteurs. Je ne veux pas. Les moyens, on voudrait toujours en avoir plus. Ça, c'est sûr. On sait très bien. On sait bien qu'en matière de fraude, que ce soit du travail dissimulé ou dans d'autres domaines, tout ce qui est activité illégale, plus on creuse, plus on cherche. Donc là, on a 16 inspecteurs. Demain, on en aurait 12. Imaginons, soyons fous, on en aurait 10 fois plus. Je pense qu'on détecterait 10 fois plus de fraude. C'est ça. C'est toujours la question d'ailleurs de savoir est-ce que la fraude augmente naturellement ou c'est parce qu'on la cherche et qu'on la trouve davantage. Ça, c'est une question qu'on ne pourra pas résoudre, question existentielle, mais néanmoins, oui, les moyens, on a besoin de davantage. Alors, les moyens humains, les moyens légaux aussi, enfin les moyens réglementaires pour lutter contre la fraude, puisque là, par exemple, l'année dernière, pour vous donner le chiffre de l'année dernière, en redressement, donc on a redressé 95 millions d'euros sur la Normandie, de cotisations en fait éludées. C'est énorme, vous allez me dire. Mais concrètement, derrière, ce qui compte aussi, c'est ce qu'on récupère. Parce que là, un redressement, c'est un constat finalement. C'est un constat, c'est je vous dresse une amende, mais derrière, vous ne la payez pas. Vous ne la payez pas forcément. Et là, c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'il faut arriver à taper les fraudeurs au portefeuille. Donc c'est ça, depuis quelques années, on essaie de développer les moyens pour être plus rapide que le fraudeur pour pouvoir prélever l'argent qui va revenir à la communauté. Voilà. Alors, comment sont déclenchés les contrôles diverses alors, on a, je vous parlais tout à l'heure de l'autonomie des inspecteurs, c'est-à-dire qu'ils ont la liberté de venir sur un chantier. Alors, ils ont le droit d'intervenir partout, sauf dans un domicile privé. Ça a son importance parce que parfois on nous dit les contrôles des prestations, des assistantes maternelles ou aides aux personnes âgées, etc. On n'a pas le droit de rentrer dans un domicile privé. Donc là, la question elle est réglée. Néanmoins, on a un champ d'investigation très large, c'est-à-dire qu'on peut intervenir même de nuit dans une entreprise, dans tout local où on suppose qu'il y a une activité, un inspecteur peut venir contrôler régulièrement. J'ai des opérations de nuit que j'autorise. Enfin, voilà. Donc le contrôle, en fait, il se déclenche à l'initiative de l'inspecteur sur, ça peut être aussi un contrôle fait par un partenaire, puisque, comme le disait notre collègue tout à l'heure,
il y a un certain nombre d'autres personnes que les inspecteurs URSSAF qui ont le droit, qui sont habilités à adresser des procès-verbaux de travail dissimulé. Donc, la police, la douane, l'inspection du travail, évidemment, j'aurais dû le citer en premier, nous fait un PV de travail dissimulé et derrière, nous le transmet pour que nous, on l'exploite. Parce que ce PV-là, il est valable, mais derrière, il faut que les éléments, l'assiette de cotisation, etc., c'est-à-dire que nous, on est les spécialistes, normal, l'URSSAF, pour pouvoir chiffrer l'émulation de cotisation, en quelque sorte. On a, alors ça peut choquer, mais en soi, les dénonciations, alors, les dénonciations, on préfère quand elles sont, et on en a, qui sont pas anonymes, non pas par principe, mais parce que plus c'est précis, mieux c'est exploitable. On va deviner dans une dénonciation où il y a peu d'éléments, on va deviner que c'est une dénonciation uniquement pour nuire à quelqu'un, on va laisser tomber. Par contre, une dénonciation, on a un certain nombre d'éléments tangibles. Une dénonciation, ça peut être tout simplement aussi comme quelqu'un, comme un lanceur d'alerte, qui se référait, bon voilà, on va pouvoir exploiter. Mais ça représente vraiment très peu de... On a souvent des signalements, même de nos partenaires extérieurs, où on les passe à une sorte de moulinette interne pour voir un peu si ça vaut le coup de lancer des opérations. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est que 16. Donc 16 pour couvrir toute la Normandie, c'est pas évident. Donc on est malheureusement obligé de se retrancher, enfin se concentrer sur les opérations qui rapportent le plus, entre guillemets. Voilà. Merci beaucoup. Madame Moussin, on a assez parlé de quelle action peut avoir un militant face à du travail illégal ce matin. Mais voilà, le but, c'est pas d'être des mouchards, mais comment les militants, quels éléments les salariés ou les élus CSE peuvent obtenir afin d'étayer leurs soupçons en présence de travail illégal? Alors, les salariés, on va avoir deux possibilités, effectivement. On parlait tout de suite des signalements que peuvent nous adresser les salariés ou les représentants du personnel. Plus le signalement va être étoffé, plus ça va nous servir. Sachez en premier lieu que, vous le disiez tout de suite, on ne va pas mettre forcément de côté un signalement qui serait anonyme, mais il y a de moins de chances qu'on le traite. Déjà parce qu'on ne veut pas rentrer dans des conflits individuels, interpersonnels. En revanche, si c'est un salarié ou un représentant du personnel qui nous dit « moi, mon employeur, ça fait X temps que ceci, cela », là, on sera plus à même d'intervenir. Parce que la personne, elle est partie, elle est directement concernée. Mon ex il avait pas de papier ou mes voisins ils font construire un mur par des mecs qui parlent pas bien français, on en a plein, mais c'est pas forcément ça qu'on va traiter en priorité parce que c'est pas le travail. Donc nous ce qu'on va chercher c'est des documentations qui sont précises et c'est des gens qui sont capables de nous expliquer des choses. Donc il faut rappeler à chacun d'entre vous et également à vos salariés dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez et à vos adhérents que les dénonciations que l'on reçoit, les signalements, ils sont anonymes. Toujours. On n'a pas le droit de faire part de l'origine d'une plainte ou d'un signalement. Quand on va contrôler, que ce soit un tiers ou un salarié de la société, son anonymat, il est préservé. Évidemment, c'est pas valable tout le temps, c'est-à-dire que si vous nous demandez d'intervenir pour du harcèlement moral, on est bien d'accord, l'anonymat, ça va pas marcher, parce que c'est vous qui êtes harcelé, on est obligé de lever la confidentialité. Mais quand vous êtes sur le signalement d'une situation de travail illégal, voilà, vous êtes protégé, dites-nous votre nom, on ne le divulguera pas parce qu'on n'a pas le droit de le faire. En revanche, ce qu'on a besoin, c'est que vous nous apportiez des éléments qui sont un petit peu étayés, un petit peu établis. Donc, si on parle du travail dissimulé à proprement parler, comme on a pu évoquer ce matin, et ben quand vous allez dans l'entreprise et si vous suspectez effectivement que vous avez des heures de travail qui sont dissimulées ou que vous-même vous êtes victime du responsable l'ont bien rappelé, notez ce que vous voyez, notez vos heures de travail. Il y a peut-être des décomptes de la durée du travail qui sont mis en place dans votre société. Si vous vous rendez compte que l'ensemble des heures de travail ne vous sont pas versées, ces décomptes-là, c'est le premier moyen de preuve que vous allez pouvoir apporter auprès d'un juge prud'homal. Tout simplement. Et nous, on s'en sert du point de vue pénal. Tous les matins, vous rentrez, vous badgez, tous les soirs, vous sortez, vous badgez. À la fin du mois, il vous manque 10 heures.
Ben, sur le système de pointage, on va pouvoir le voir, ça. Mais vous, en tant que représentant du personnel, vous pouvez le voir. Parce que le représentant du personnel, le membre du CSE, il a accès aux documents de décompte de la durée du travail dans son entreprise. L'employeur ne peut pas lui refuser l'accès à ce document. C'est quelque chose qu'il faut bien rappeler. On ne peut pas vous le refuser. Vous avez la base de données économique aussi, qui va vous permettre de savoir voilà, des éléments sur la sous-traitance, combien il y a de salariés détachés qui sont utilisés dans l'entreprise. Le détachement, ça passe toujours au travers des mailles du bilan social dans les entreprises de plus de 300 salariés. Toujours. Moi, je ne sais pas comment il fait pour y avoir 300 000 salariés détachés en France et qu'il n'y ait pas un CSE qui soit informé qu'ils sont là. Parce qu'ils travaillent forcément pour des donneurs d'ordre et ce n'est pas des petits donneurs d'ordre. Des donneurs d'ordre avec 1000 salariés dans la région, on en connaît plein. Et ils ont des détachés. Mais le CSE, oui, il sait qu'il y a des détachés, mais est-ce qu'il est informé de qui sont ces détachés? Est-ce qu'il est informé de combien ils sont ces détachés? Où ils sont logés, ces détachés? En général, vous ne savez pas. Donc, demandez-les ces éléments, parce que en tant que représentant du personnel, membre du CSE, c'est des choses que vous avez le droit de demander. En tant que travailleur, individuellement, en tant que salarié, et on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez également le droit de demander la communication de toutes les données personnelles qui vous concernent. Si vous pointez, ça vous concerne. Si vous pointez pour des questions de sécurité, parce que vous travaillez sur un chantier où les données, elles sont enregistrées tous les matins et tous les soirs à la guérite d'accueil, parce que vous avez besoin d'un badge d'accès pour aller dans telle zone de l'usine qui est limitée pour des raisons de sécurité. Ça, c'est des données personnelles. Elles sont enregistrées dans l'entreprise. La RGPD oblige l'entreprise à pouvoir vous permettre d'accéder à ces données. C'est des données numérisées qui sont collectées sur vos personnes que vous pouvez demander et qui vont pouvoir être utilisées devant un conseil de prud'homme et qui vont pouvoir être utilisées pénalement. C'est des données que nous, on utilise. Si on ne peut pas rentrer par la porte, on va trouver une autre solution. Si on sait qu'il existe d'autres outils, on va aller les chercher. Il ne faut pas hésiter à sortir un petit peu de ce qu'on voit en premier lieu. Donc, le document de décompte, c'est une chose. S'il n'y en a pas, il y a peut-être un autre moyen d'aller l'établir. Et effectivement, d'autres outils de systèmes de décompte, de systèmes de vidéosurveillance. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles sont soumises à des systèmes de vidéosurveillance. Mais si les données, elles sont enregistrées, vous avez le droit d'y accéder. D'accord ? C'est des données personnelles, c'est vous qu'on filme tous les matins quand vous passez au portique de sécurité de l'usine ou de l'entreprise. Voilà, c'est des choses, vous avez le droit de demander ces données-là. Vous pouvez prouver des choses avec ces données-là. Nous, on l'utilise, vous pouvez l'utiliser aussi. Merci beaucoup. On a un petit peu de temps encore? Ouais. Monsieur Gossec, avez-vous un ordre d'idée sur le coût du travail illégal? Quelle incidence il y a sur les comptes de la protection sociale? Alors, il y a encore quelques années, si je ne m'abuse, on faisait encore, il y avait une publication en fait des chiffres de ce que coûtait le travail illégal. Comment dirais-je, aux finances publiques, l'économie souterraine, que ce soit en termes d'escamotage des ressources fiscales comme sociales. À ma connaissance, on ne le fait plus, ça, parce que c'était quand même assez décrié, puisqu'on arrivait à estimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Bon, ça reste. Tout à l'heure, je vous ai parlé des chiffres donc, pour la région Normandie pour 2024, donc ce qu'on a recouvré, ce qu'on a redressé, pardon, les 95 millions. Je suis désolé, je n'ai pas regardé les chiffres pour l'année 2024 pour la France, mais partant, on représente à peu près 5% des cotisations, donc vous pouvez multiplier par 20 pour avoir en grosso modo le montant des redressements, donc par 20. Ça nous ferait, si je suis assez bon en maths, ça nous ferait 2 milliards, que je ne dise pas de bêtises, de cotisations pour la France rien que pour l'année 2024. Donc, vous m'avez posé la question du coût. Voilà, c'est toujours difficile à apprécier. Et là encore, moi je le dis, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est de pouvoir recouvrer. Pas pour le seul but de recouvrer, mais d'une part pour que la douloureuse entre guillemets se fasse sentir auprès du fraudeur, et en même temps alimenter le système de protection sociale pour établir aussi les salariés dans leurs droits sociaux, puisque la mission de l'URSSAF, c'est pas simplement
de recouvrer de l'argent et de réinjecter. C'est derrière que les salariés soient déclarés et puissent bénéficier de leurs droits sociaux, tout simplement. Voilà. Il y a aussi l'autre partie qui est de rétablir une saine concurrence entre les entreprises. Vous imaginez une entreprise qui ne paie pas ses cotisations est forcément plus compétitive sur le marché, sur le marché concurrentiel. Voilà. Donc, bon, je suis désolé, j'ai pas de chiffres spécifiques. Voilà, je crois qu'on a terminé avec ça, ce genre de score-là. Par contre, ce qu'on fait tous les ans, on fait un contrôle, on a un plan de contrôle aléatoire pour essayer de voir en temps normal si on ne ciblait pas les contrôles, parce qu'en fait on cible les contrôles aussi, on essaie on le disait tout à l'heure, on partage les mêmes centres d'intérêt entre guillemets avec l'inspection du travail sur le bâtiment. Le BTP, c'est un secteur qui est très fraudogène entre guillemets. Un plan de contrôle aléatoire qui consiste à dire si on faisait les contrôles au hasard, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que on aurait quand même beaucoup de bâtiments qui ressortiraient ça? Bah oui, quand même. On a quand même, de toute façon, même en contrôlant peu, on a quand même bâtiments, HCR, etc. Ça ressort. C'est vertigineux en tout cas. On n'a pas beaucoup parlé des sanctions. Est-ce que vous pouvez nous parler des condamnations pénales et civiles et aussi du niveau de redressement de l'URSSAF? Trop tôt, le micro. Oui, alors les sanctions, la sanction de base, alors là je parle des maximums, hein, c'est le code pénal, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et puis, alors j'ai plus les données en tête, mais selon vous êtes en bande organisée, selon que le travail dissimulé concerne des personnes qui sont mineures ou des personnes en situation de fragilité, etc. Évidemment, les peines vont crescendo. Je crois qu'au maximum, on doit arriver à 10 ans d'emprisonnement et peut-être 100 000 euros d'amende. Et plus forte, là encore, on parle pour les individus. Et les amendes sont plus élevées pour une société, pour une personne morale, pour un employeur. Ça, c'est la théorie. Après, dans les faits, donc, je vous ai, quelques chiffres sur l'année 2024. Donc, au total, alors nous, évidemment, quand on poursuit, tout de suite, le PV se transforme, c'est un signalement au procureur, donc c'est un signalement de délit, de travail dissimulé. Donc après, derrière, libre au procureur de poursuivre ou pas, selon ce qu'il estime les éléments, est-ce que c'est constitutif d'un délit de travail dissimulé ou pas, est-ce qu'il y a un classement sans suite. En 2024, il y a eu 40 jugements enregistrés en matière correctionnelle, et à chaque fois, on s'est porté partie civile. Et dans 29 cas, donc notre constitution de partie civile a obtenu gain de cause. On a eu un dédommagement. Alors ça veut dire que forcément, il y a aussi derrière une condamnation. En appel, on a eu 45. Alors cour d'appel, forcément, ça concerne tout, hein, le tout venant, y compris le civil. On a eu 47 décisions favorables et simplement 4 dans lesquelles on a perdu. Ce qui veut dire qu'en fait, globalement, ce qu'il faut retenir de ces chiffres-là, la philosophie, c'est que nos dossiers sont bien montés et on obtient souvent des condamnations. Parfois au pénal, pas assez encore, mais souvent au civil. De toute façon. Voilà. Sur le volet pénal, effectivement, pour le coup, on est assez complémentaire avec l'URSSAF. Ce qu'il faut savoir, c'est que on évoquait tout à l'heure les procès-verbaux des agents de contrôle et le CONAF. Tous les agents de contrôle qui sont habilités à relever des infractions en matière de travail illégal, ils transmettent leurs procès-verbaux à l'URSSAF. Nous, c'est un peu notre béquille, c'est-à-dire que on sait que malheureusement, les suites judiciaires, elles sont pas assurées parce que notre parquet il est dans le jus, parce que pour des tas de raisons, il n'y a pas de partie civile ou le préjudice ne semble pas suffisamment important au procureur de la République pour qu'il puisse le mettre sur le haut de la pile et traiter notre procédure. Néanmoins, on a l'URSSAF qui est derrière. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une procédure pénale en fraude qui est relevée, l'année dernière en France il y en avait 1000, le PV il est transmis obligatoirement, et le Code du travail le prévoit, il est transmis à l'URSSAF. Et l'URSSAF, il prend le PV, il prend nos constats, et il prend la calculette, et il envoie la facture. Et nous, on trouve ça très bien. Parce qu'au pire,
Voilà, c'est notre banque à nous. C'est celui qui vient une fois qu'on est passé, même si le parquet ne passe pas. Le redressement de l'URSSAF, c'est un outil précieux pour notre pouvoir dissuasif quand on a relevé un procès verbal. Et il y a une autre sanction que l'on va utiliser. Alors là, pour le coup, je ne serai pas en mesure de vous donner de chiffres parce que je crois que ça fait un petit moment qu'il y a pas eu de statistiques là-dessus. C'est qu'on a aussi une possibilité qui est moins développée et qui est à la main du préfet, c'est la fermeture administrative en matière de travail illégal. C'est un peu l'arme ultime que l'État peut utiliser dans la lutte contre le travail illégal. C'est utilisé dans les situations les plus significatives. C'est quand on arrive dans un établissement et que personne n'est déclaré ou plus de la moitié des gens ne sont pas déclarés ou zéro, ils sont déclarés mais il y a zéro cotisation sociale. On peut proposer un rapport ou un procès verbal au préfet et dire au préfet, voilà, compte tenu de la situation, on estime que la gravité est telle qu'il faut fermer l'établissement. Le préfet il décide de suivre ou de ne pas suivre notre rapport. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Je trouve que c'est quelque chose qui est satisfaisant parce que dans des cas qui sont particulièrement graves, et notamment quand on a une masse de travailleurs qui est dissimulée ou qu'on a des mineurs qui sont en situation de travail dissimulé. Ça m'est arrivé il y a quelques années d'avoir des apprentis qui n'étaient pas déclarés, et ce depuis des mois. Et ça, c'est encore régulier dans les entreprises. Avoir un apprenti, c'est bien. Le payer, c'est pas mal. Le déclarer, c'est encore mieux, parce que l'apprenti, il a besoin de valider son diplôme aussi à la fin. Et s'il n'a pas l'entreprise pour valider tout ça, c'est compliqué. Et là, on peut utiliser la fermeture administrative. Et le préfet peut dire, on ferme l'établissement. Il peut envoyer les forces de l'ordre pour s'assurer que l'établissement est fermé pour une durée limitée, bien entendu. Ça, c'est un petit peu le meilleur outil, en tout cas le plus dissuasif que l'on ait. Parce que, voilà, pas d'activité, pas de chiffre d'affaires. Merci, on arrive à la fin de mes questions. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui, Mme Moussin ou M. Gossec, ou on passe aux questions tout de suite? Peut-être qu'il y a des questions. Moi, j'avais une petite question, puisqu'on a beaucoup parlé de secteurs géographiques, de secteurs d'activité qui étaient plus facile peut-être de faire des contrôles sur des secteurs. Vous avez cité plusieurs secteurs, notamment les transports, l'hôtellerie, les bâtiments. On n'a pas parlé de logement, sauf au moment où vous avez parlé d'hébergement, et que l'hébergement insalubre pouvait être un indicateur dans un OPH. Je me demandais si les OPH étaient contrôlés dans ce but-là. Parce qu'en fait, les OPH sont essentiellement contrôlés par l'ANCOLS. C'est en général un contrôle purement financier. Et on ne contrôle pas le travail en fait des salariés. Donc par exemple, on a beaucoup parlé d'heures écrêtées, d'heures supplémentaires non payées. Donc ça, par exemple, ça n'est pas contrôlé dans le cadre de l'ANCOLS. En tout cas, malgré toutes les heures écrêtées qu'il y a chez nous, on n'a jamais eu de contrôle ou de répercussions. Et du coup, comme finalement tous les OPH fonctionnent de la même façon, je me demandais s'il y avait un contrôle pour vérifier le travail des OPH et s'il y avait un contrôle pour vérifier que les OPH hébergeaient, peut-être sans le savoir d'ailleurs, je ne veux pas qu'ils le font sciemment, mais s'il y avait un contrôle pour savoir si les OPH participaient à des hébergements de personnes vulnérables via des entreprises. On sait qu'on le fait par exemple via des associations. Alors après, est-ce qu'elles sont honnêtes ou pas honnêtes? Peut-être que c'est difficile pour l'OPH de contrôler, je ne les accuse pas. Est-ce que tu peux rappeler juste OPH, ce que ça veut dire? Oui, pardon, OPH, Office public de la HLM. Merci. Moi, je voulais revenir sur les élus CSE et leurs moyens de vous aider dans la lutte contre le travail illégal. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils aient accès à la BDSE. Déjà, ça aiderait. Aujourd'hui, on est quand même de plus en plus en difficulté avec les employeurs qui ne respectent pas les règles. Moi, je peux vous en donner des tonnes et des tonnes qui n'ont pas mis la BDSE en place. Donc, nos élus, ils sont un peu en difficulté parce que déjà, il
faut se battre pour faire respecter leurs droits à la réunion, à la droit de la formation. Et alors, quand vous demandez aux employeurs de vous donner des documents, ils ne peuvent pas. Parce que tout ça, c'est confidentiel, c'est personnel, on ne doit pas divulguer, il y a le secret professionnel, enfin, tous les éléments que vous voulez bien. Je peux vous en citer, je peux vous en donner des tonnes et des tonnes d'employeurs qui ne respectent pas, à tel point qu'aujourd'hui, nous, les syndicats départementaux, on est obligés d'intervenir systématiquement pour leur rappeler les règles. On est obligé de les menacer, même des fois pour mettre les élections en place. Donc, on est quand même en difficulté par rapport à ça. Et moi, je voudrais, si vous avez une réponse à nous apporter, comment on peut faire, je vais essayer d'être politiquement correct, pour faire un peu bouger les services de l'inspection du travail, parce que des fois, on leur signale, et c'est vrai que c'est difficile, on a l'impression que, ouais, ils sont débordés par le travail, hein, c'est pas ça le problème, hein, mais on a du mal à faire bouger l'inspection du travail sur ces points-là. Donc, nous, on ne peut pas vraiment vous aider parce que déjà, on n'a pas accès à ces documents-là. Et je pense que la mise en place du CSE y est quand même pour beaucoup. Avant, on avait moins de difficultés quand c'était le comité d'entreprise. Et la BDESE, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous contrôleriez la plupart des entreprises, ils ne l'ont pas. Et déjà, si ça commençait par là, je pense que ce serait déjà aussi plus facile pour nous. Alors, si vous avez un moyen à nous donner pour que ce soit plus efficace. Oui, moi j'avais une question sur les secteurs, les entreprises que vous contrôlez. Est-ce que vous assurez une sorte de suivi pour éviter la récidive? Oui, bonjour. Tout à l'heure, Madame Moussin, vous avez dit que lors d'opérations coordonnées, en particulier CODAF, la police s'occupait des travailleurs étrangers. Que se passe-t-il pour les travailleurs sans titre ou les travailleurs en situation irrégulière? Et moi, j'ai une question pour vous, Monsieur Gossec, par rapport justement au fait que vous avez peut-être des difficultés pour recouvrer une fois que vous faites les lettres d'observation, en tout cas les PV. Vous n'avez pas de pouvoir de saisie direct. Du coup, les entreprises ont la liberté d'organiser leur insolvabilité et vous travaillez peut-être un peu pour rien. Voilà, je ne suis pas politiquement correct, mais peu importe. Bonjour, merci pour vos propos. Je confirme, c'est une demande également sur le droit des étrangers, puisqu'aujourd'hui, la régularisation pour avoir un titre de séjour par le travail, c'est une usine à gaz qui dépend des circulaires du ministre. Et nous allons en voir ces jours-ci, ce mois-ci, normalement, des métiers dits métiers en tension qui permettraient la régularisation, d'après ce que je crois savoir, dans de très mauvaises conditions. Ça concerne quand même bon nombre de salariés, je crois, en France, entre 5 et 15 000. Et je voudrais savoir quelles sont vos liaisons avec le ministère de l'Intérieur et les préfets sur ce sujet. Merci beaucoup. On les prend en ordre. Pour les opérateurs d'hébergement HLM, sont-ils contrôlés? Alors non, on ne contrôle pas les OPH pour une raison très simple, c'est que ce ne sont pas, a priori, les employeurs des personnes qui sont hébergées. C'est toujours compliqué en fait de rentrer par l'ordre de l'hébergement, mais nous on garde un axe fort, c'est quand on fait un contrôle, on prend l'habitude, mais ça c'est nous, brigade spécialisée dans le travail illégal. C'est une habitude qu'on a prise parce que la pratique nous a fait apprendre à se poser cette question. Quand on contrôle un salarié, combien de temps, c'est quoi vos horaires, qui vous loge? Est-ce que c'est vous qui avez votre appartement ou est-ce que c'est votre employeur qui vous loge? Et c'est ça qui nous intéresse. En fait, c'est la personne qui rétribue, la personne qui emploie, est-elle la personne qui héberge? Si c'est le cas,
on va arriver à des dispositions spécifiques, déclaration d'hébergement auprès de la préfecture, et puis on va raccrocher aux notions du Code du travail pour l'hébergement des travailleurs. Est-ce qu'il y a suffisamment de chambres, est-ce qu'il y a suffisamment de douches, etc. Il faut bien être conscient du fait que le Code du travail et le Code rural, ils prévoient des conditions d'hébergement de travailleurs qui sont bien moins favorables que ce que vous avez dans vos logements personnels. Le Code du travail, il dit qu'une chambre, c'est 6 mètres carrés, hein, c'est pas 9 mètres carrés. D'accord ? Et on peut monter à beaucoup comme ça. Donc nous, on va regarder ça. C'est dérogatoire, hein, de toute façon, hein, le Code du travail. Je ne vous parle même pas du droit maritime. Parce que là, on navigue, comme on dit, dans des choses bien plus restrictives que ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce que d'une situation de travail, dans laquelle on pourrait peut-être détecter une situation de travail, ou dans laquelle on pourrait détecter une situation de vulnérabilité, parce que la personne, elle arrive en France depuis peu de temps, parce que la personne, elle gagne très héberge comment. Et là, on veut vérifier. Et là, on va demander à voir. On va dire, vous êtes hébergé, est-ce qu'on peut aller voir? Ou alors, parfois, on est dans l'entreprise, on demande qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, une réserve. On ouvre, et puis dans la réserve, il y a un matelas par terre avec un déodorant, un pyjama, etc. Et c'est sans fenêtre, c'est sale, c'est pas aéré, il n'y a pas de drap, mais c'est une chambre. Et parfois, on a plusieurs personnes qui sont hébergées. Parfois, on a des gens qui sont hébergés avec des enfants. Donc là, on va intervenir parce qu'on sait que c'est l'employeur qui héberge. C'est l'employeur qui héberge et c'est l'employeur qui exploite. Et on va essayer de vérifier si les conditions d'hébergement sont suffisantes ou pas. Si c'est indigne, on préviendra le préfet, on lui demandera de fermer l'hébergement. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Ok. Question des employeurs qui cultivent le secret. Hein, ils ont les codes nucléaires dans leur BDSE et ne veulent surtout pas les communiquer à la CFDT. Que pouvez-vous faire, l'inspection du travail? C'est parce que c'est archi confidentiel. Donc effectivement, la base de données, le Code du travail prévoit qu'elle est mise en place pour les représentants du personnel, de toute façon. Alors c'est vrai que c'est compliqué, hein, on est bien conscient du fait qu'il va falloir que l'employeur il prenne le temps d'aller compiler ces données-là et les mettre sur une base de données. Après, il peut la mettre sous la base de données qu'il veut, dans la forme qu'il veut. L'essentiel, c'est que ce soit accessible pour les représentants du personnel. Je pense que la première chose, mais vous l'avez déjà dit, hein, il faut bien rappeler que le représentant du personnel, il est tenu à la confidentialité des informations qui lui sont transmises. Et ça, c'est la première chose qu'il faut rappeler à l'employeur. Le représentant du personnel, il peut consulter une donnée individuelle d'un des salariés qui n'est pas lui, mais il est tenu de se taire, comme quand il est consulté sur le licenciement pour inaptitude de Martine, parce qu'elle a eu un accident, et on sait pourquoi Martine, elle va être licenciée, parce qu'elle est inapte au port de charge de plus de 4 kilos, etc. etc. Et vous êtes tenu à la confidentialité, vous ne pouvez pas en parler quand vous retournez à votre bureau, quand vous retournez sur votre ligne de production. Donc la confidentialité, c'est ça. Donc ça, c'est les choses qu'il faut rappeler à votre employeur, si vous en avez la possibilité. Après, je suis bien consciente que les collègues de l'inspection, ils n'ont pas toujours la bonne réponse à vous proposer. Moi, ce que je vous invite à faire, si le collègue de l'inspection du travail ne peut pas dire « je vais aller faire un contrôle », parce qu'en réalité, le problème, il est là. C'est qu'il n'a pas envie d'aller faire un contrôle qui va lui prendre, c'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il va pas aller prendre le temps d'aller faire un contrôle juste pour que vous ayez accès à la base de données. Parfois, il va vous dire oui, hein, c'est possible. Il va se dire, tiens, cette année, je vais faire toutes mes entreprises de plus de 50 salariés et vérifier s'il y a la base de données. Ça peut aussi être ça, hein, le métier d'inspecteur du travail dans une section. Et puis sinon, dans le pire des cas, vous lui dites, écoutez, moi, je lève la confidentialité. Et ça, c'est important, parce qu'il ne peut pas faire part de quoi que ce soit si vous n'avez pas levé la confidentialité. Donc, vous lui faites un petit mail. Vous lui dites, je vous demande d'intervenir en mon nom, en tant que moi... Michel, représentant du CSE chez Trucmuche Société, je vous demande des éléments de la base de données économiques et sociales de 2024. Ou si vous levez la confidentialité, vous demandez juste à ce que l'IT fasse un courrier, un mail, juste ça. Si vous demandez un contrôle complet, on ne va pas se mentir, les chances d'aboutir sont minces. Mais si vous demandez à votre inspecteur du travail, est-ce que vous pouvez ne serait-ce que faire un courrier de rappel à mon employeur
en indiquant que suite à ma demande en tant que représentant du personnel et après que j'ai autorisé la levée de la confidentialité, je vous demande de bien vouloir aller... voilà. Je sais qu'il y a des représentants du personnel qui ont peur de lever la confidentialité, hein, mais je rappelle que vous êtes des salariés protégés. On ne peut pas autoriser votre licenciement sans l'autorisation de l'inspection du travail. Donc, oui, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Que le syndicat il fasse la demande à l'inspecteur du travail. Oui, bah après, nous avons été informés par l'union locale de la CFDT de Trifouille-des-Oies que vous ne permettiez pas l'accès à la base de données de telle société. C'est plus facile si c'est vos représentants locaux, le CSE local qui le fait, parce que ça permet aussi à l'agent de contrôle et aux représentants du personnel de créer un lien et de mettre le lien entre l'IT et le représentant dans l'entreprise, il est important aussi. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, mais... Merci. Alors, question suivie contre la récidive. Je pense tous les deux concernés. Vraiment davantage de ma collègue. Oui, on l'a pas encore développé parce qu'en fait, on est parti d'un principe que globalement, une fois qu'une personne a été topée en travail dissimulé, elle a senti passer le vent du boulet, mais on a eu quelques cas, en fait, on a découvert que ça a recommencé. Donc, on va s'atteler au sujet. Mais le problème, c'est voilà, les moyens qu'on a sur le truc, mais on va y procéder. Je pourrais vous dire qu'on y procède déjà, mais concrètement, c'est une idée qu'on doit développer. En ce qui nous concerne, on le fait ponctuellement et en fonction, je vais dire de façon très péjorative, c'est en fonction du client, en fonction de ce qu'on connaît. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, malheureusement, pour ce qui est de la dissimulation d'activité, notamment, en général, le temps que le procès-verbal il arrive au parquet, l'entreprise, elle a fermé. Hein. Les petites sociétés, les travailleurs indépendants, ils préfèrent plier et recréer plus tard pour éviter qu'on récupère l'argent ou qu'il soit condamné. Oui, alors oui, voilà, la dernière question, l'avant-dernière question sur le recouvrement. Donc, monsieur disait, ce que je disais, on a deux phases dans la lutte contre le travail illégal, en tout cas, comme ça. Vous avez le redressement, ça on chiffre les cotisations, et derrière le paiement. Et entre deux, la différence peut être énorme. Comme vous le disiez, l'entreprise peut se mettre en liquidation, peut disparaître, mettre la clé sous la porte, etc. C'est pas tout le temps le cas. Mais ça peut être le cas. Parfois, en fait, surtout quand vous avez une société, en fait, concrètement, qui n'existe pas. Je vais vous expliquer un cas concret. Vous venez sur un chantier, on contrôle, on voit des personnes en situation de travail, on leur demande qui est leur employeur, ce qu'il est déclaré, etc. Bon, il n'y a rien. Il n'y a que dalle, les mecs travaillent, mais ils n'ont pas d'employeur déclaré, même s'ils ne sont pas déclarés, etc. Donc, on arrive quand même en les interrogeant à savoir qui leur verse des salaires, on fait un droit de com, etc. pour voir les mouvements bancaires. Mais dans l'entrefaite, en fait, la structure, je ne vais pas parler de société, mais enfin, en tout cas, cette organisation-là, le chef va être averti forcément qu'il y a eu un contrôle de l'URSSAF, et donc il va faire en sorte que ces avoirs disparaissent assez rapidement. Ça nécessite quand même un certain niveau de compétence, mais c'est tout à fait possible qu'en une journée ou 2 jours, il n'y ait plus un sur le compte. Alors nous, derrière, on a des procédures, en fait, c'est des mesures, comment dirais-je, des mesures provisoires, en fait, pour bloquer les avoirs avant même que la lettre d'observation soit envoyée. Mais la lettre d'observation, vous imaginez bien qu'on ne peut pas l'envoyer tout de suite dans les heures qui suivent le contrôle. Il faut quand même récupérer un certain nombre d'éléments. Et rien que ça va donner une alerte à la personne qui est malhonnête pour organiser son insolvabilité. Néanmoins, ça n'arrive pas dans tous les cas. On arrive quand même à récupérer, on va dire en gros 10% à peu près, si on veut faire un ratio. C'est pas beaucoup, je suis d'accord avec vous. Mais c'est déjà ça. Mais le débat d'ailleurs qu'on a en URSSAF, mais c'est étrange d'ailleurs que vous me disiez ça, parce que ça c'est en écho avec certains débats qu'on a là, parce qu'on a un nouvel objectif maintenant en matière de recouvrement, en matière de lutte contre le travail dissimulé. Et on se demande si certaines URSSAF vont pas, enfin, dans la tête de certains, finalement, l'objectif de recouvrement ne primerait pas sur celui de redressement. Ce serait dommage, parce que concrètement, déjà, quand vous redressez quelqu'un, quand vous pouvez obtenir une condamnation pénale, même si vous n'obtenez rien derrière, au moins vous mettez fin à la situation de travail dissimulé, vous rétablissez le salarié dans ses droits sociaux. C'est quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas négligées. Il n'y a pas que la solvabilité de l'entreprise qu'on doit regarder. De toute façon, si vous avez affaire, excusez-moi, à un margoulin,
dans tous les cas, il a les poches vides, mais c'est pas pour autant. Ça, on arrivera à un paradoxe où finalement on laisserait de côté les gens qui font du travail dissimulé, qui organisent du travail dissimulé sans un sous-vaillant en poche. Ça serait quand même extraordinaire. Enfin, je veux dire, ça serait la prime. Et par contre, vous, si vous faites du travail dissimulé, bon, plus ou moins, mais que vous êtes solvable, alors là, vous allez être contrôlé. Ça serait, on va pas arriver à ça, on va y veiller. Mais voilà, le travail ne va pas jusqu'au bout de la démarche, mais elle est quand même importante à entamer, à faire. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Merci. Et donc, on a eu 3 questions sur les travailleurs irréguliers. Donc, la première, c'était quand un travailleur en situation irrégulière se fait contrôler pour travail dissimulé, que se passe-t-il pour lui? Alors, c'est une bonne question parce qu'on n'est pas toujours à l'aise avec ça au sein du ministère du Travail. On n'est pas tous d'accord entre nous au sein du ministère du Travail. Mais par contre, il y a toujours une vision qu'on garde, et là, il faut être très clair, c'est que le Code du travail est là pour protéger les travailleurs. Il est là pour protéger uniquement les travailleurs. Le contrat de travail, ça établit un contrat de travail, mais dans le contrat de travail, il y a un lien de subordination. Autour du contrat, il y a 2 parties, elles ne sont pas égales. Même si le contrat n'est pas établi parce que la personne n'est pas déclarée, il existe ce contrat, le lien de subordination existe. Donc voilà. Nous, on va partir de ce principe-là. On va partir du principe qu'un étranger qui travaille, quand bien même il est sans titre de travail, il est en situation de travail, on va considérer que c'est la victime de la situation. On ne considérera jamais autrement. On n'a pas la possibilité, nous, inspection du travail, de mettre quelqu'un en rétention administrative. On est régulièrement mobilisé sur des actions où on va travailler avec les services de police. Alors, quand on travaille tout seul, chacun voit midi à sa porte, il y a des gens qui ne font pas d'étrangers à l'inspection du travail, parce que on en fait. Moi, j'aime bien me dire que je ne peux pas non plus faire comme s'il n'y en avait pas. Je vais faire bouger le curseur. Mais ça, c'est vraiment une politique, une pratique de contrôle qui est propre à chacun. C'est-à-dire que moi, mon travail, qui je vais contrôler et comment je contrôle, et surtout quelle suite je donne, je suis la seule personne à le décider. On ne peut pas me dire, tu fais un PV, tu fais une lettre d'observation ou tu fais rien. En réalité, c'est moi qui décide. Moi, ce que je décide, c'est que quand je vois un étranger, s'il me dit, je viens d'Angola, ok, l'Angola, faut une autorisation de travail. Si le monsieur ou la dame me présente une autorisation de travail, qu'elle est valable, contact, tout ça me va très bien, pas de souci. Si je vois que ça commence à tortiller, je vais pas chercher plus loin, je prends son nom, son prénom, puis je vais demander à l'employeur, c'est quoi la situation de ce travailleur? Si l'employeur ne me répond pas, je vais bien avoir compris qu'il y a anguille sous roche. Je peux interroger les services de la préfecture qui vont me répondre si oui ou non l'identité de la personne elle est connue comme ressortant d'un titre. Après, l'appréciation, elle me revient. Le fait d'employer un travailleur sans papier, c'est illégal en France et c'est du travail illégal. Je peux le relever. Je ne vais pas forcément le faire. Je l'avoue, je ne vais pas le faire. Par contre, là où je le ferai, c'est si l'employeur, il emploie ce travailleur et qu'il ne déclare pas ses salaires ou qu'il ne déclare pas du tout le salarié. Là, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas manger à tous les râteliers. Le gars, il bosse, déclarez-le, payez-le, cotisez pour lui, et moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est ma posture à moi. C'est pas forcément la solution de tout le monde, mais moi, c'est ma posture et je pense que c'est ce qui convient, on va dire, le mieux. Il faut bien être conscient d'une chose, c'est que c'est pas parce que vous êtes un travailleur qui n'a pas de titre de séjour que vous... Ça leur va très bien s'il y a une DPAE. Si on paye les cotisations, très bien. Je veux dire, nous, on a un employeur qui nous déclare le salarié, et ça nous va. Le salarié, le jour où il sera rétabli dans son droit au séjour, il pourra, grâce à ses bulletins de paye et grâce à son relevé de carrière, dire « Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans et j'ai le droit à mes cotisations sociales et j'ai le droit à mon indemnisation. » Donc voilà, on part là-dessus. Par contre, effectivement, si l'employeur il fait travailler quelqu'un qu'il sait être sans papier et qui ne verse aucune cotisation sociale pour lui, alors que la personne, elle a des droits sociaux, là, on n'est pas d'accord et on va verbaliser et on va relever les 2 infractions. Et derrière, l'OFI pourra... Enfin, maintenant, ça marche un peu différemment, mais derrière, l'employeur pourra être tenu de payer une amende. La question, elle est particulière quand on va travailler avec la maîtrise de ce qu'on veut faire. Par contre, moi, je ne maîtrise pas ce que le ministère de l'Intérieur il veut faire et je ne travaille pas pour le ministère de l'Intérieur.
Donc là, il faut qu'on se mette d'accord avant sur qui fait quoi. Et il faut qu'on rappelle que nous, on est là pour un objectif et qu'on a besoin de préserver les droits des travailleurs. Mais je peux pas empêcher les services de gendarmerie ou de services de police de travailler de leur façon. Après, on a des liens différents avec certains commissariats ou avec certains services de gendarmerie. On a des gens qui travaillent extrêmement bien en Normandie, notamment à la police aux frontières, et qui sont tout à fait capables de différencier une situation de traite d'être humain, d'insalubrité, d'indignité et de travail dissimulé, et de ce que c'est que juste un étranger, on le coffre, on le met en service de rétention. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que un salarié, un travailleur qui est un étranger sans titre, il a des droits. Si son contrat de travail, sa relation de travail, elle est rompue parce qu'il est sans titre, il a des droits. Il a droit à 3 mois d'indemnité de salaire, plus 3 mois de salaire pour la rupture de son contrat de travail. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi être porteur dans vos unités locales en disant, voilà, vous avez des droits, c'est pas suffisamment, on va dire, promu, mais un travailleur étranger sans titre qui voit son contrat rompu parce qu'il n'a pas de titre, ben, il a le droit aussi à 6 mois d'indemnité. C'est pas une paille 6 mois. Donc nous, on les informe quand on peut le faire. Quand le contrat de travail il est rompu, on peut leur adresser un courrier ou on peut leur remettre un prospectus pour leur expliquer quels sont leurs droits. Voilà, il y a d'autres leviers pour le faire. Mais par contre, on ne peut pas empêcher la police ou la gendarmerie de faire ce qu'ils ont envie. C'est à nous d'être de bons partenaires avec eux et communiquer et d'avoir de bons liens, de bonnes relations et qu'on arrive à mettre en place la stratégie de contrôle avant d'y aller pour savoir exactement où on veut aller et surtout où nous on ne veut pas aller. Et si on identifie des gens avec lesquels on sait qu'on va partir sur un terrain qui ne nous intéresse pas, que la pente est glissante, on peut aussi dire on n'y va pas. Hein. Merci. Et il y avait une question sur la régularisation des titres de séjour à l'issue du travail, mais ça a été un peu vite et je n'ai pas pu vous cerner. Alors très honnêtement, je ne maîtrise pas le KESADA, c'est quelque chose qu'on maîtrise peu. Aujourd'hui, à ma connaissance, la possibilité de régularisation du séjour d'un travailleur dans des cadres spécifiques que nous, on peut relever, c'est les situations de traite des êtres humains. Les victimes de traite ont le droit à la régularisation de leur séjour, voilà, dans des cas particuliers. Les agents de la police aux frontières connaissent bien ces dispositions-là. Quand ils reconnaissent une victime, normalement, ils savent faire la part des choses. Après, dans les faits, c'est compliqué à mettre en place parce que la régularisation, elle est au veto du préfet. Moi, j'ai souvenir d'une situation où la police avait été sollicitée avec l'inspection du travail sur une situation comme celle-ci où l'entreprise avait fait travailler dans des conditions indignes et avait fait venir en France plusieurs travailleurs en situation irrégulière qu'elle n'avait jamais payé, bien entendu, parce qu'ils sont déjà en situation irrégulière, si en plus il faut les payer, c'est quand même un peu bête. Et les salariés se sont plaints. On a travaillé avec la police sur ce dossier-là. Et on était prêt à partir sur une demande de régularisation de titre, ce qui s'est fait sur accompagnement de la police aux frontières, avec leurs compétences et leurs contacts à eux. Et la préfecture a refusé, parce que l'entreprise était connue, le gérant de l'entreprise était connu parce qu'il était fiché S. Et à partir de là, quand bien même votre salarié, il est aussi clean que possible, si jamais il a travaillé pour une entreprise qui est défavorablement connue des services de l'État, et notamment de la préfecture, c'est terminé. Donc c'est pas de sa faute au salarié, il ne peut pas savoir qu'il travaillait pour quelqu'un qui était dans une situation comme celle-ci, mais voilà, la régularisation ne s'est pas faite. Donc dans la pratique, régularisation sur des situations de travail comme celle-là, moi j'attends de voir. Et sur le CESADA, je suis incapable de vous répondre, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre partage.